1er juillet 2018, 9h20. Une prison de haute sécurité au sud de Paris. Des centaines de gardiens, d'immenses murs de 17 tonnes hérissés de barbelés, des portes blindées. Sur les 4 miradors, des tireurs d'élite armés de fusils d'assaut montent la garde. Dans la cellule d'isolement 207, le détenu numéro 0010189 attend d'être escorté vers un parloir. C'est le prisonnier le plus surveillé du pays. Il a participé à au moins 30 braquages, dont certains avec prise d'otages. À 2 reprises, il a réussi à filer entre les doigts de la police directement sur les lieux du crime. Et il y a 5 ans, il s'est évadé de manière spectaculaire d'une autre prison de haute sécurité, en utilisant une arme et des explosifs pour se frayer un chemin vers la liberté. 2 gardiens déverrouillent sa cellule pour le fouiller. Il l'apprécient bien. Malgré son palmarès hallucinant, il est décontracté, drôle, sympathique. On dirait presque qu'il est parfaitement à l'aise ici, derrière les barreaux. À 20 mètres de là, Stéphane B., instructeur de vol de 65 ans, accueille 2 nouveaux élèves, Frédéric et Julien, père et fils. Ils insistent pour monter à bord de l'Alouette 2, un modèle de collection des années 1950. Stéphane se souviendra plus tard avoir pensé qu'ils portèrent des perruques. Mais bon, l'argent c'est l'argent. Il paie 500 € en liquide. Du côté visiteur du box numéro 50, le frère aîné du détenu attend de voir son cadet. Il n'a aucune idée que son petit frère est sur le point de réaliser l'évasion la plus spectaculaire de l'histoire pénitentiaire française. 1978, une banlieue près de Paris. Voici Redouane Faïd, 6 ans. Ses parents sont des immigrés algériens. Le père travaille en usine, la mère fait des ménages. À la maison, les garçons partagent un appartement exigu de 3 pièces avec 9 autres frères et sœurs. C'est à cette époque que Redouane découvre le cinéma, en particulier les polars français et les films de gangsters américains. Il les regarde en boucle, mémorise des scènes entières et les rejoue chez lui. À l'adolescence, voler n'est plus juste une question de survie. C'est devenu un mode de vie. Puis, à 18 ans, Redouane commet son premier braquage de banque. Il entre armé et menace une employée avec une réplique tout droit sortie d'un polar français. « Ta gueule, fais ce que je te dis. J'ai rien contre toi. Je veux que l'argent. Pense à tes enfants. » Les crimes deviennent plus gros, directement inspirés des films d'action américains. Lors d'un braquage, lui et son équipe prennent en otage un directeur de banque et sa famille. Ils portent à taux des masques avec les visages de politiciens célèbres, exactement comme dans Point Break. L'un des films préférés de Faïd est Hit de Michael Mann. Après l'avoir regardé en boucle, il se fixe un nouvel objectif. Le Graal du braquage, les fourgons blindés. Une zone industrielle en périphérie de Paris. Faïd repère sa cible, un fourgon blindé de 6 tonnes, et l'emboutit de plein fouet. 5 hommes masqués bondissent, AK-47 en main, exactement comme dans Hit. Les gardes se rendent. Mais il y a un problème. Trop de cash. Déplacer l'argent prend trop de temps. Au bout de 3 minutes, la police arrive. Les coups de feu éclatent. Faïd prend une balle dans l'épaule. Il réussit à fuir, mais il a laissé du sang sur les lieux. Et la police a maintenant son ADN. Pendant ce temps, Stéphane B et ses 2 ravisseurs se posent pour la 2e fois. 2 autres hommes les attendent au sol. Ils chargent de gros sacs noirs dans l'hélicoptère. Gaz lacrymogène, grenades fumigènes, AK-47 et une meuleuse d'angle. On ordonne à Stéphane de décoller. L'hélicoptère fonce vers la prison où Redouane Faïd discute tranquillement avec son frère au parloir 50. 20 ans plus tôt, l'hôtel Mövenpick à Bâle. Redouane Faïd s'y cache depuis plus de 3 heures. Quelques heures plus tôt, il a été arrêté dans un train allant de l'Allemagne vers la France. Mais quand les agents l'escortent hors du train, il se libère et traverse les voies en courant. Un train arrive et bloque les agents. Il se tord la cheville, mais atteint l'hôtel. Il doit sortir. Il s'approche calmement de la réceptionniste et lui demande de la monnaie. Elle pose les pièces devant lui. Problème, ses mains sont menottées. Il garde son calme, fait semblant de lire une affiche. Au moment où elle se retourne, il ramasse rapidement les pièces. Le premier appel échoue. Il se cache sur le toit. Il réessaie, se retourne et se retrouve encerclé par 20 policiers. Le lendemain, Faïd est à l'hôpital avec 2 agents. Il semble souffrir énormément,
mais c'est une comédie. En une fraction de seconde, il lâche ses béquilles et arrache l'arme d'un agent. Il s'est entraîné au Krav Maga en Israël. Avant que le deuxième agent puisse réagir, Faïd lui enfonce son coude dans le visage. L'agent s'effondre. Faïd prend son arme aussi. Pour la deuxième fois en 24 heures, il est libre. Octobre 2010. 12 ans après son évasion à Bâle, 8 ans avant son évasion en hélicoptère, Redouane Faïd est assis sur le plateau d'une émission de télévision française. Il a écrit un livre sur ses crimes inspirés du cinéma. Le bandeau à l'écran indique « Ancien gangster ». Fin 1998, 3 mois après Bâle, Faïd a été condamné à 18 ans de prison. Il a été libéré plus tôt pour bonne conduite après un peu moins de 9 ans. Il se présente comme un homme changé. Il s'est marié. Son frère lui a trouvé un emploi de bureau. Il assiste même à un événement où Michael Mann est présent. Faïd s'adresse au réalisateur de Hit. Mann a l'air amusé, mais mal à l'aise. Dans une émission, on demande à Faïd s'il pense pouvoir rechuter. C'est un mensonge éhonté, parce qu'à ce moment-là, il est déjà retourné au crime. 20 mai 2010. Creil. 2 agents sont en patrouille, Chéri M et Aurélie Fouquet, 26 ans, devenus maires 1 an plus tôt. Ils reçoivent un appel, des criminels en fuite dans une camionnette blanche. Ces hommes avaient prévu de braquer un fourgon transportant 6 millions d'euros. Mais un contrôle routier a transformé leur casse en course-poursuite. Maintenant, ils ont eu un accident et ont besoin d'une nouvelle voiture. À ce moment précis, les 2 agents arrivent, la bande n'hésite pas. Ils ouvrent le feu. Le pare-brise est percé de 16 balles. Fouquet est touchée plusieurs fois. À la fin de la journée, elle est morte. Le meurtre d'Aurélie Fouquet provoque une onde de choc dans tout le pays. À ses funérailles, le président Nicolas Sarkozy lui remet une médaille d'honneur. L'attaque ratée porte la signature de Faïd. Mais il a un alibi. Et les enquêteurs continuent de creuser et trouvent d'abord des images de vidéosurveillance. Faïd à l'intérieur de la camionnette blanche. Faïd n'était pas sur les lieux quand les coups de feu ont été tirés, mais la police l'identifie comme le cerveau de l'opération. Après 1 an de cavale, il est capturé et retourne en prison. À 11h18, une gardienne entend un bourdonnement grave. Pour elle, ça ressemble à un souffleur de feuilles. Bizarre, pense-t-elle. Les jardiniers ne travaillent pas le dimanche, ce n'est pas un souffleur de feuilles. Les sentinelles reçoivent un ordre urgent. Chaque mirador est équipé d'un coffre spécial. Le garde brise le scellé. À l'intérieur, un fusil d'assaut HKG-36. Il met en joue. L'hélicoptère continue de descendre. Les cours sont couvertes de filets anti-hélicoptères. Mais ce n'est pas un hélicoptère ordinaire. C'est un modèle de 60 ans, juste assez petit pour se faufiler par une brèche non sécurisée. Et les gardiens n'ont pas le droit de tirer sur un aéronef en vol. Redouane Faïd devait savoir tout ça. Les enquêteurs découvriront plus tard qu'il avait entretenu une correspondance avec la belle-fille de Stéphane pendant 2 années entières. L'hélicoptère atterrit dans la cour d'honneur. Les prisonniers n'y ont pas accès. Elle n'est utilisée que pour les entrées et sorties. C'est pourquoi personne n'a pensé que des câbles anti-hélicoptères étaient nécessaires ici. 2 hommes sautent dehors, cagoulés, gilets pare-balles, AK-47 en main. L'un court vers une porte renforcée avec une meuleuse d'angle, l'autre déclenche 3 grenades fumigènes. Seul le hurlement strident de la meuleuse résonne dans toute la prison. 40 secondes, c'est tout ce qu'il faut. La porte s'ouvre. Les gardiens réalisent ce qui se passe, mais ils ne portent pas d'armes. L'un appelle l'aviation civile, qui ne comprend pas. Un autre appelle la police et est mis en attente. Un troisième contacte la police locale, mais l'agent pense que c'est une blague. Le chaos total. Le complice de Faïd atteint le parloir 50. La meuleuse tranche le métal. La porte s'ouvre. Faïd se rue dehors et fonce dans un long couloir. Son frère est laissé derrière, figé et abasourdi. À 11h28, 10 minutes après l'arrivée de l'hélicoptère, Redouane Faïd pose le pied dans la cour. Il voit 2 détenus qui sortèrent les poubelles. Il porte sa main à sa tempe et leur fait un salut militaire. Puis il grimpe dans l'hélicoptère. Et des dizaines de détenus sont pressés contre les barreaux pour regarder. Quand l'hélicoptère décolle, toute la prison éclate en applaudissements. La nouvelle se répand dans le monde entier. Une actrice française écrit sur les réseaux sociaux « Bravo, Redouane Faïd ».
Toute la France est avec toi. La police le déclare l'homme le plus recherché du pays. 3 mois plus tard, les autorités le retrouvent caché dans un appartement de sa ville natale. Il se déguisait en portant une burqa lors de ses sorties. Quand il passe en jugement en 2020, les autorités instaurent une zone d'exclusion aérienne au-dessus du tribunal. L'expertise psychiatrique le décrit comme un prédateur social, doué pour la manipulation qui utilise son charme et son intelligence pour contrôler les autres. Faïd lui-même dit que pour lui, c'était toujours une question d'adrénaline. Il dit qu'il y est accro. Ses braquages dignes d'Hollywood ont fait les gros titres du monde entier, mais il a aussi fait souffrir sa famille, traumatisé des otages et causé la mort d'une policière de 26 ans. Faïd a été condamné à 39 ans de réclusion. Il est maintenu à l'isolement depuis 2019, fouillé au corps jusqu'à 5 fois par jour. Au moins 4 gardiens l'escortent pour chaque appel téléphonique, les mains menottées. Faïd lui-même dit qu'il a l'impression d'avoir été enterré vivant. Sa date de libération la plus précoce possible est 2060. Il aurait alors 88 ans.